Le magazine de l'économie, produit et présenté par Zeki Azek et Tahar Al-Almi. Bonjour, la Tunisie vient de se doter d'un gouvernement d'union nationale avec pour principal défi sortir le pays de la profonde crise économique dans laquelle il se débat. Le jour de son investiture devant l'ARP, le chef du gouvernement Youssef Chahid a rappelé les 5 priorités de son équipe dont il avait déjà fait part lors de sa désignation fin juillet. Ces priorités sont celles fixées par le document de Carthage. Ces priorités, rappelons-le, sont la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la corruption, la lutte contre l'évasion fiscale, la réduction des déséquilibres budgétaires et financiers et s'attaquer enfin à la saleté, à la dégradation de l'environnement. Pour en parler, nous sommes ravis d'accueillir Chedli Zeouia, économiste. Youssef Chahid n'a pas présenté un véritable plan d'action, une véritable politique de sortie de crise pour ramener la croissance en Tunisie. On n'a pas d'objectif clair, ni précis, ni des dates non plus. Qu'en pensez-vous, Chedli Zeouia ? Vous, chef du gouvernement, a fait beaucoup plus un état des lieux que lancer le programme d'action du nouveau gouvernement. Je pense qu'il voulait dire la vérité aux députés et aux Tunisiens pour leur dire voilà dans quelle situation nous nous trouvons. Donc il a fait un état de lieu en disant que nous avons un surplus de fonctionnaires dans la fonction publique. Donc par conséquent, il faudra réformer la fonction publique. Et pour réformer la fonction publique, le gouvernement, implicitement, il faut le comprendre, pour quelqu'un qui suit un peu l'activité, il va y avoir des mesures drastiques qui ne seront pas populaires. C'est-à-dire qu'on va limiter le nombre de fonctionnaires à un certain moment. Il faudra le limiter. Bien sûr, avant de limiter le nombre de fonctionnaires, on va geler les salaires, premièrement. On va faire des départs à la retraite anticipés. Et après, le recrutement sera gelé. Donc, ce sont des décisions... C'est l'austérité dont il parlait. C'est l'austérité, mais il ne pouvait pas annoncer dès le départ l'austérité, mais implicitement... D'abord, il l'a prononcé. Ça a fait des réactions et des vagues durant toute la journée, en fin de soirée, lors de la clôture des débats devant l'ARP. Et il s'est rétracté un peu, mais on a compris qu'il va y avoir vraiment un plan d'austérité. Que ce sera vers ça. De l'austérité, mais c'est vrai, il ne l'a pas dit ouvertement, il n'a pas insisté. Il a fait allusion au nombre assez pléthorique de fonctionnaires et il a dit que l'État n'a pas d'argent pour financer le budget, donc il faudra faire une loi de finances complémentaire d'ici la fin de l'année pour pouvoir faire face aux besoins. Au déficit déjà. Au déficit, effectivement, faire face aux dépenses jusqu'à la fin de l'année. On n'en parle pas de l'année 2017. Pour le moment, c'est jusqu'à la fin de l'année. Donc, sans pouvoir... je pense qu'il a été... il s'adresse à un auditoire qui, en principe... est averti. Bon. Mais le petit peuple... n'a pas compris. Ne peut pas saisir ces nuances. Donc on doit s'attendre à ce moment-là à un plan, une politique d'austérité, ça c'est clair et net. On ne peut pas y échapper, j'ai disais oui. On ne va pas y échapper, non, on ne va pas y échapper parce que sinon, disons que, pourquoi on ne va pas y échapper ? Il faut revenir tout d'abord à ce qui a été, disons, convenu avec le Fonds monétaire international. Il a bien parlé du Fonds monétaire international et il a bien dit que ce n'est pas eux qui sont venus vers nous, mais c'est la Tunisie qui est allée demander au Fonds monétaire international. Il a promis certaines choses, des réformes, beaucoup de réformes. Mais en contrepartie, le gouvernement tunisien avait fait une lettre d'intention dans laquelle il expliquait la situation et ce qu'il comptait faire. Mais bien sûr, ce qui a été demandé par le gouvernement tunisien a été discuté avec les membres de la mission du Fonds monétaire international. C'est-à-dire que pour que le dossier soit recevable par le conseil d'administration du Fonds monétaire international, il fallait bien qu'il y ait un mémorandum qui soit à la hauteur des ambitions de la Tunisie et réaliste. Faisable, oui. Il faut comprendre un certain nombre de principes. Bien sûr, tout Tunisien, toute personne, homme, femme, partout dans le monde, a envie d'être le plus beau, le plus jeune, le plus intelligent, le plus riche et le plus heureux. Mais il y a des contraintes de circonstances. Aujourd'hui, en Tunisie, nous vivons une crise
politique, sociale et économique. Le gouvernement tunisien n'a plus de fric, il n'y a plus d'argent. Le phosphate est en panne, le tourisme est en panne, les exportations sont en panne. Donc la Tunisie doit dépenser. Le gouvernement tunisien doit dépenser. Donc il faut emprunter à l'extérieur. Et à l'extérieur qui ? C'est le Fonds monétaire international qui est le gendarme monétaire et financier du monde, de tous les pays qui sont membres de... C'est nous qui avons été au Fonds monétaire international pour leur dire « Aidez-nous ». Le FMI nous a dit « Comment peut-on vous aider ? Qu'est-ce que vous voulez ?» Il fallait donc couper dans les dépenses. Donc il faut un peu d'austérité. Nous, la Tunisie, consomme beaucoup trop. L'investissement, il faut de l'épargne. Aujourd'hui, l'épargne est de à peu près 12% du PIB, c'est-à-dire elle a été divisée par 2,5 par rapport à ce qu'elle était en 2008-2009. Il n'y a pas d'épargne, donc on peut pas s'en sortir. Donc le FMI n'a rien imposé. Le gouvernement Youssef Chahid n'a pas d'autre alternative que d'aller dans cette direction. Qu'est-ce qu'il dit, le chef du gouvernement ? Il dit il faut des mesures exceptionnelles parce que la situation, elle est exceptionnelle. Il faut travailler. La seule possibilité, il faut créer de la valeur. Il faut de la stabilité. Mais d'un autre côté, on ne peut pas assumer une relance de l'emploi et de la croissance avec de l'austérité. Ben c'est ça. Donc, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction dans ces propos ? Aux Tunisiens, il faut que les Tunisiens travaillent beaucoup plus et beaucoup mieux pour s'en sortir. C'est une question de quelques mois. Ce n'est pas sur 5-6 ans. Nous, on est loin de l'histoire de la Grèce et du Portugal. On est loin du compte. On n'a rien à voir avec ça. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que la Tunisie a dépassé les bornes de l'intolérable de la Grèce etc. Il faut que pendant juste quelques mois que les Tunisiens bossent comme des fous, qu'ils consomment un peu moins. Mais est-ce qu'ils sont en train de consommer avec le pouvoir d'achat qui s'érode là toujours ? Non, je parle de la classe moyenne supérieure, etc., qui consomment moins d'essence, moins de ceci. Il y a pas mal de choses. Et il faut surtout, la chose la plus importante, il faut que l'État, que la consommation publique diminue. Voilà, ça c'est autre chose. Tout ce qui est essence, tout ce qui est voiture, etc. C'est le train de vie du gouvernement. Le train de vie du gouvernement. Mais, quand j'entends que des députés, etc., qui demandent des augmentations d'indemnités, là, je dis, là, je rêve. C'est kafkaïen, là. Oui. Chef Lisée, est-ce que vous ne constatez pas qu'il y a contradiction dans le discours du chef du gouvernement, ou ses intentions du moins telles qu'il les avait affichées ? D'un côté, il nous annonce une politique d'austérité à laquelle on ne peut pas y échapper, et en même temps parler de ramener les équilibres budgétaires, renouer avec la croissance, etc. Comment faire que lorsqu'il y a une politique d'austérité... C'est vrai qu'en économie, il y a une politique d'austérité, il y a une contraction des dépenses publiques déjà. Publiques. Au niveau de l'investissement, ce que le programme propose, c'est de faire des coupes budgétaires au niveau des dépenses courantes. Mm-hmm. Donc, ils comprennent les salaires, il faut le préciser, c'est ça ? Bien sûr, les salaires, c'est les dépenses courantes en premier lieu. C'est pour ça que je dis, dans la réforme qui est proposée, la première chose, gel des salaires. En Tunisie, l'effet de cette mesure serait probablement limité par les augmentations décidées avec les syndicats jusqu'à 2017. Un gel des salaires, en particulier chez les fonctionnaires des catégories inférieures, pourrait contribuer à réduire la disparité avec le secteur privé, une prime salariale de 18,5% et un faible ratio de compression, par exemple. Donc la première des mesures à court terme, c'est le gel des salaires. C'est ce qu'il va faire. Donc. Il ne faut pas se tromper, c'est dans le programme. Et je pense que dans beaucoup de pays, je prends l'exemple de l'Allemagne, lorsqu'il y a eu des problèmes budgétaires, l'ensemble des salariés ont accepté un gel des salaires sur 2 ans. Nous, on peut accepter un gel des salaires. C'est-à-dire... Mais faut-il que le syndicat, le principal du moins, parce qu'on en a maintenant 3 ou 4. On entend bien un gel des salaires. Qui refuse déjà. C'est-à-dire, on ne refuse pas, par exemple, les avancements annuels. Mais
c'est au niveau des salaires, des négociations salariales. Je pense que les négociations ont donné des résultats. C'est sur 3 ans, il va y avoir Sur une 3 augmentation ans, prévue jusqu'à 2018. je pense qu'ils vont y aller jusqu'à 2017, mais après, il va y avoir une pause. On peut s'attendre à une renégociation. Je pense que aujourd'hui, l'UGTT a compris que la situation, ce n'est Mais pas... c'est pas la déclaration que vient faire l'UGTT. Moi, je pense des gens qui préparent le congrès non, mais lui, il n'est de pas janvier. Oui, voilà, c'est ça. C'est des gens qui préparent, donc il y a de la surenchère. Mais je pense... beaucoup plus de la surenchère que voilà, qu'autre chose. je pense que le fait de s'asseoir... Et de faire partie du gouvernement. De faire partie du gouvernement et de s'asseoir à la table de négociation du programme, là, de la feuille de route de Carthage. Donc, c'est que... Ils sont signataires. Donc, c'est qu'ils sont conscients de la situation. Donc, ils vont certainement accepter. Il n'y aura pas peut-être des hausses telles qu'elles sont prévues. Il y aura des hausses peut-être moindres. Mais je pense qu'ils ont compris qu'on ne peut pas aller au-delà de là où on est. C'est-à-dire que l'État ne peut pas payer plus qu'il en a, ce qu'il en a. Il ne peut pas. Pour reprendre un peu sur comment diminuer le déficit budgétaire, le chef du gouvernement a insisté sur la reprise des exportations de phosphate. Et surtout, Et ça, c'est très important. Parce que le tourisme, c'est un secteur qui peut évoluer indépendamment. Ce n'est pas une recette directe pour l'État. Ça fait fonctionner l'économie, le secteur hôtelier, c'est vrai, l'emploi, mais ce n'est pas des recettes pour l'État. Le phosphate, c'est des recettes. C'est des devises aussi. C'est des devises et c'est des recettes. C'était à un moment le premier poste de devises. Exactement. C'est des recettes pour l'État tunisien. C'est comme l'exportation de pétrole, l'étape, c'est des recettes. Comme le tabac. Oui. Comme le tabac, c'est des recettes directes. Donc ça va rentrer dans le budget de l'État, donc en tant que recette, et donc ça va, disons, baisser un peu la pression sur le déficit. Voilà. D'accord. Concernant... Mais la question des phosphates, là, comment faire, selon vous ? Est-ce que Youssef Chahed, maintenant, il doit donner le signal très fort en essayant de trouver la solution et quelle solution, justement, pour ce bassin minier et ça date depuis 2008, attention. Ça ne date même pas de 2011. De son investiture à l'ARP, il y a eu l'intervention d'une députée de Gafsa qui lui a proposé une chose, qui lui a dit il faut changer tous les responsables à Gafsa. Régionaux, locaux, tout le monde. Tout le monde. Y compris ceux à la tête de l'entreprise elle-même. Elle a demandé, je ne sais pas, elle visait qui exactement, mais elle a dit il faut changer tous les responsables locaux et régionaux, donc commencer par le gouverneur certainement de Gafsa. Voilà. Et elle lui a proposé de faire le premier conseil des ministres à Gafsa. Donc moi je pense que lui il a bien dit une chose, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ce serait bien que ce sera par la négociation et non par la force. Parce que la force génère la force. Et donc, on rentre dans un cercle vicieux, dans un bras de fer où personne ne sera gagnant. Mais on peut toujours, avec la discussion, trouver certainement un terrain d'entente pour que l'activité reprenne. C'est hyper important. C'est très important, c'est très important. En effet, pour les caisses de l'État. Exactement. Oui. Vous vouliez donc parler d'autre chose au niveau de comment ramener les équilibres financiers Les équilibres financiers, c'est simple, c'est contraction des dépenses courantes et augmenter les recettes. Pour augmenter les recettes, il y a les recettes du phosphate et il y a aussi les recettes fiscales. Donc sur ce plan-là, l'État doit faire un effort énorme pour le recouvrement et contre la fraude. Oui, l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, effectivement. Donc ça, c'est le travail de mais la future ministre. Mais on a les lois, on a commencé, il y a des lois. Des finances. Mais qui ne sont pas appliquées parce qu'il y a le corporatisme qui est très fort, là. C'est là le challenge du nouveau chef de gouvernement. Est-ce qu'il va relever le défi et tenir sa parole parce qu'il s'est engagé. Oui. Il s'est engagé contre tout ce qui est évasion fiscale, tout ce qui est... économie parallèle. Il a beaucoup plus parlé de la corruption. Et la corruption surtout. Il a beaucoup parlé de la corruption. Énormément. Et effectivement, vous avez bien dit, on ne l'a pas entendu sur cette économie parallèle.
Par contre, oui. Il n'a pas dit un mot sur tout ce qui est économie parallèle. Et c'est la moitié de la solution, pratiquement, dans l'économie parallèle. Est-ce qu'il va accepter la situation qui prévaut ou est-ce qu'au fur et à mesure, il va essayer de légaliser cette économie parallèle? C'est-à-dire, il faut le reconnaître, que l'économie parallèle tue les entreprises qui payent leur... L'économie formelle, réglementée, qui payent leurs taxes, qui payent les impôts, tout. Sur le plan de tout ce qui est électronique, tout ce qui est voiture, à ce jour... habillement en cuir. Tout cela fausse la donne. Et donc, on voit beaucoup de magasins, de sociétés, d'entreprises qui vont mettre la clé... qui ont fermé déjà. Ou qui ont fermé. Et ça, c'est important. C'est des emplois perdus, c'est des recettes perdues. Des recettes perdues et une économie, une partie de l'économie, du tissu économique détruit. Et des recettes d'impôts qui perdues aussi. Tahar Lalmi. Je voudrais juste mettre en exergue 3 ou 4 chiffres. Très simple. Les recettes fiscales en Tunisie pour le premier semestre 2016 par rapport à l'année dernière pour la même période, les recettes fiscales ont augmenté de 1,5%. Un petit 1,5%. C'est-à-dire que les recettes de l'État en matière d'impôts en 6 mois 2016 ont augmenté de 1,5% par rapport à l'année dernière au premier semestre 2015. C'est rien du tout, ça. C'est rien du tout. En même temps, les dépenses totales de l'État ont augmenté de 22%. Dans ces dépenses, il y a 2 composantes. Il y a les dépenses de gestion de l'État ont augmenté de 20% en un semestre 2016 par rapport au premier semestre 2015. 20%. Les dépenses en capital, c'est-à-dire d'investissement, 58%, ce qui est très normal, et c'est très bien, c'est très louable. On aimerait bien que ce soit même plus. Oui, absolument, c'est très louable. Mais je trouve que les dépenses de gestion, 20% de plus en 6 mois d'une année à l'autre, c'est excessif, alors que les recettes fiscales n'ont augmenté que de 1,8%. Et s'il y a austérité appliquée, ça veut dire quoi? Par là, C'est les salaires, c'est les augmentations de salaire, c'est l'électricité, c'est l'essence, c'est les voitures, c'est les voitures qui se baladent, administratives entre guillemets, et qu'on a vu sur Facebook, qui transportent des moutons, des pastèques et des briques et du ciment. Ça, c'est je reste poli. D'accord? Oui. Voilà. Chez Élisée, vous vouliez réagir à ça ou... Franchement, ce qui concerne les recettes fiscales qui ont augmenté que de 1,5%, il y a aussi le taux de croissance qui est faible. Très faible. Hein. Donc lorsqu'on a un taux de croissance faible, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait... De 1,3 ou 4%. Voilà, exactement. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des recettes fiscales importantes. Donc, ça va de soi. Voilà, ça va de soi. Ce qui est très logique. Je souscris, je suis absolument d'accord. Parce qu'on ne produit pas, donc il n'y a pas de revenus, donc il n'y a pas d'impôts, etc. C'est très bien. Donc il faut donc ici mettre un peu de frein au niveau de l'austérité. Mais ce n'est pas l'austérité pour les ménages pauvres, etc. Non, je ne parle pas. L'austérité, c'est pour tout le monde. Mais dans l'austérité, la politique d'austérité, je ne sais pas, il y a aussi le risque d'augmenter les impôts. Et donc, les premiers concernés, c'est les salariés. On ne peut pas augmenter. On ne peut pas augmenter les... Nous sommes au-dessus du seuil d'impôt de récession. C'est pas la vie apparemment de... Non, c'est excessif. Moi, je dis que c'est vrai, c'est une possibilité. Il y a le risque est là. Il y a le risque, mais effectivement, parce que ce sont des salariés et on leur prend directement. Assumer aussi la responsabilité. C'est pas juste non plus. Et ils payent cash. En plus, le retrait à la source. Le retrait à la source, les fonctionnaires payent cash. Oui, voilà. Donc, c'est la solution de facilité. Je ne pense pas qu'il y aurait... Qu'on ira jusque-là. Jusque-là, pour le moment, disons. Mais déjà, de toute façon, dans la loi de finances, il y a eu des réformes où il y a eu une augmentation au niveau de la fiscalité, c'est-à-dire pour les sociétés avant, sur la distribution des dividendes. Ça, c'est pour 2016. Pour 2016, oui. C'est valable pour 2016. Oui. Donc, pour les sociétés, la distribution de dividendes avant, c'était la société qui payait l'impôt, et donc celui qui percevait les dividendes ne payait pas d'impôt. À partir de 2016, il paye 5% sur les dividendes perçus. Donc, il y a eu déjà une augmentation. On peut dire qu'il y a... Mais
elle ne sera pas généralisée. Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus une action sur les dépenses courantes, c'est-à-dire une contraction au niveau en termes de salaire, sans que ça soit vraiment rigide. Mais il va y avoir beaucoup de contractions sur ce plan-là et essayer d'augmenter les recettes, surtout à travers l'augmentation de la production de phosphate, les hydrocarbures, Petrofac à l'arrêt aussi, voilà, entre autres. Les hydrocarbures et surtout le recouvrement fiscal. Donc à partir de là, on peut espérer qu'il peut y avoir, disons, je ne dirais pas, on n'arrivera jamais la première année à avoir une chute brutale du déficit budgétaire, mais on entame, disons, le processus de baisse progressive, progressive, elle sera progressive, progressive du déficit budgétaire. Oui. Est-ce que ce gouvernement d'union nationale, tel que constitué par Youssef Chahed, est en mesure, selon vous, justement, de ramener la croissance, de mettre en application toutes les réformes prévues, annoncées depuis un bon bout de temps, hein, et pour certaines dont on a commencé l'application, est-ce que vous semble en mesure, et de quelle marge de manœuvre dispose-t-il? Pour être franc, le chef du gouvernement n'a pas, ni les ministres, n'ont pas la baguette magique. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Mais il y a un process. Et je pense qu'on peut dire qu'ils peuvent se donner les moyens pour améliorer la situation. On peut se donner les moyens. Quels moyens? Vous pensez à quoi, par exemple? Par des réformes, disons, encourager l'investissement. On a commencé, il faut le reconnaître, que l'investissement est tributaire de la sécurité. Donc sur ce plan-là... Et le capital confiance perdu. Bien sûr. Donc comment sur le plan sécuritaire, on commence à faire des progrès. On ressent qu'il y a un peu plus de sécurité. Donc l'investisseur peut renouer. Et il faut que la confiance, effectivement, se rétablisse petit à petit pour que l'investissement reprenne. Parce qu'il ne s'agit pas de faire de grands travaux pour public que l'État va dépenser, certainement, elle va faire de grands travaux. Mais l'investisseur privé doit mettre la main à la pâte, et surtout l'investisseur tunisien. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des investisseurs étrangers qui sont à l'aéroport de Tunis-Carthage avec leurs valises et ils vont venir. Et dans quel état déjà l'aéroport, et quelle image il y en a qui vont venir, pays, certainement. Donc il faut leur préparer le code d'investissement qui traîne à venir. Donc les gens ne peuvent pas venir lorsqu'ils n'ont pas un code d'investissement qui soit clair, précis, pour qu'ils puissent s'engager. Mais disons que on commence à ressentir les prémices, disons, d'un dégel de la situation pour que l'investissement puisse... Vous sentez qu'il y a des prémices, là? Bien sûr, le sécuritaire, s'il avance correctement, on peut dire qu'il y a des prémices. On peut. Pourquoi? Parce que l'investissement dans les régions dépend effectivement de l'infrastructure et dépend aussi du capital confiance de l'investisseur. Tahar Lalmi. Je crois qu'il faut résumer un peu la situation avec l'état des lieux tel qu'il a été présenté par le chef du gouvernement et Fadl Abdelkefi, ministre du Développement international, du développement, de la coopération internationale et de l'investissement. Bon. Il faut que le chef du gouvernement tape sur la table et qu'il donne des signaux forts et clairs en matière de sécurité, en matière de feuille de route, en matière de procédure et de mise en place de ce qui va se faire et des choses réalistes, acceptables et immédiates. On est en train de jouer la semaine. On n'est plus là, on va dans 3-4 ans, etc. C'est très bien. Il y a des gens qui sont en train de travailler là-dessus, mais là, nous avons... Si nous voulons la possibilité de mettre en route le moteur, c'est-à-dire il faut donner un coup de starter pour dégeler la situation. Il faut donner des coups d'accélérateur pour que le moteur chauffe vite et qu'on puisse enclencher la première. Pour ça, il faut vraiment de la communication claire et nette. La communication, si c'est pour parler, pour ne rien dire. Exactement. Rien il faut dire que la semaine prochaine, à partir vous. Absolument. Il suffit pas de parler, bon d'accord. À partir de la semaine prochaine, il va se passer. Il n'y a plus d'étal dans les rues. Il n'y a plus de ceci, il n'y a pas de cela. Les trucs de sécurité, etc.
Il est très optimiste, il rêve. Hein, on n'a pas le droit de rêver. Oh, Père Noël, hein. Oui, peut-être, certainement. Vous êtes plus réaliste chez l'Élysée. Moi, je pense que pour les étals, ça va pas être. Ça ne va pas partir. Il n'y a pas que ça. Hein. Mais il faut, disons, il y a eu un certain moment où effectivement les étals sur l'avenue Habib Bourguiba avaient disparu. Maintenant, ça a repris de plus belle. Et ben voilà. Mais la solution. Faut que ça continue. Il faut trouver une solution à ces gens-là. Soit leur trouver un espace. Voilà, plutôt ça. Hein. Il faut essayer de les intégrer. Voilà, et essayer de les intégrer dans cet espace-là. On peut les intégrer dans le tiers secteur, dans des coopératives, dans des espaces régionaux. Ça relève du pouvoir local. Je disais, oui, vous vouliez. Moi, je voulais dire. Terminer avec ça. Je voulais revenir sur le discours du chef du gouvernement. Et lorsqu'il a parlé de le nombre de fonctionnaires dans la fonction publique qui a augmenté. Ça vous obsède, ça non, c'est pas que ça m'obsède, parce que c'est un chiffre qui ne correspond pas au chiffre qui a été publié par l'INS. Et c'était quoi le chiffre, rappelez-nous 112 000. Ah, les recrutements durant la Troïka, du temps de l'Inde, qui était au pouvoir. Mais le gros des recrutements ont été faits avec les deux gouvernements Mohamed Rannouchi, 35 000 monnaies qui ont été intégrés, bien sûr. Plus la période de Béji où il y a eu à peu près 80 000. Aussi, oui. Donc, lorsqu'on voit le chiffre énorme, c'est vrai qu'il y a eu des recrutements dans la fonction publique, bien sûr, du temps de la Troïka. Bon, c'était pour apaiser peut-être certainement un peu la tension sur le marché du travail. Mais est-ce que c'était la solution ? Ça, c'est une autre paire de manches. Moi, je pense que ce n'était pas la seule solution. On aurait pu effectivement faire autrement, relancer l'économie et l'emploi autrement. Mais moi, ce que je dis, il faut faire attention lorsqu'on annonce des chiffres. Voilà. Par ailleurs, concernant le taux d'endettement, c'est vrai qu'il est passé à 60%. 62%, oui. Par rapport aux 41%. Il ne faut pas oublier que les 41%, dans le temps, la Tunisie... En 2010, ça, c'était... a vendu des parts de Tunisie Télécom et a fait un remboursement anticipé. C'est pour ça qu'on est allé à 41%. C'est-à-dire qu'on a vendu pour rembourser. D'ailleurs, dettes. On n'en avait pas besoin. On a anticipé, on a payé bien on avant n'avait pas besoin les de cela. Oui. À ce moment-là, on aurait dû faire des dépenses publiques pour effectivement résorber le chômage. On avait un déficit budgétaire à ce moment-là de 2 et quelques. Mais ce n'est pas là le problème. Dans les 62%, il faut intégrer un peu la dévaluation du dinar. Donc, lorsqu'on a un stock en dollars et dont l'évaluation était peut-être un dinar 500 dans le temps, et aujourd'hui on est à 2 dinars et quelques, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, c'est vrai que l'endettement a augmenté. Ça, il faut le reconnaître. Nous avons, par rapport au PIB, le taux d'endettement. Il faut nuancer un peu les chiffres. C'est ça le problème des chiffres qu'on peut lire de différentes manières. Exactement. Et en faire ce qu'on veut. Hein. Bien sûr. Oui, c'est la forme la plus moderne du mensonge. La statistique. Oui. Merci beaucoup, Chedlisé. Je rappelle que vous êtes économiste. Tahar Lalmine, merci, chers auditeurs. Le magazine de l'économie, produit et présenté par Zeki Azek et Tahar Lalmine.